Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Avec moi pour mener cet entretien, Pierre Rossovitch, le rédacteur en chef de France Guyane. Bonjour. Bonjour. Et Arnaud Béhari-Lolsierder, le rédacteur en chef de Radio Pays. Bonjour. Bonjour. Avant tout, il y a eu cet incendie dans la nuit à Cayenne, dans un squat. 3 personnes ont perdu la vie. Vous avez d'ailleurs fait le déplacement sur place. On est en plein cœur des réalités que vivent les maires. La pression migratoire, la précarité, la crise du logement. Des maires qui régulièrement demandent un soutien. Mais est-ce que l'État n'est pas également dépassé face à ces phénomènes, la multiplication des squats? Bonjour et merci de m'accueillir sur vos antennes. D'abord, je vais avoir une pensée pour les 3 victimes. En tout cas, c'était le bilan ce matin. J'espère qu'il ne s'alourdira pas. Avoir une pensée pour eux, pour leur famille et la communauté haïtienne qui a été particulièrement touchée évidemment par cet incendie. Remercier aussi nos services d'incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers sont intervenus en quelques minutes, ont sans doute sauvé des dizaines d'autres vies. Je crois qu'à cet égard, il faut regarder le sujet. La Guyane fait partie des quelques territoires français qui sont aujourd'hui sous très forte pression migratoire. Et donc nous devons renforcer la réaction. La renforcer par une coopération accrue, celle qu'on mène depuis plusieurs années avec le Brésil. On a d'ailleurs demandé de renforcer les choses parce qu'il y avait des filières qui s'étaient installées, venant par exemple de Syrie ou d'Afghanistan. On a obtenu un resserrement de ces filières. Il y a les filières qui viennent d'Haïti et on sait qu'on aura de la pression parce que le contexte géopolitique fait qu'il y aura beaucoup de réfugiés. Et puis nous avons amorcé une coopération accrue avec le Suriname ces derniers mois. Et donc pour moi, la première réponse, c'est en effet de renforcer notre lutte contre l'immigration clandestine, de la durcir, de continuer à nous donner plus de moyens, ce qu'on a fait ces dernières années, et de renforcer la coopération avec les pays frontaliers. À côté de ça, on a une crise régionale qui est Haïti. La France y est engagée aux côtés de la communauté internationale pour la régler, parce qu'il faut prévenir ces mouvements. Et puis, pour les personnes qui sont là, dont on instruit les dossiers, eh bien, il nous faut en effet les prendre en charge dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas de centre d'accueil pour les demandeurs d'asile? L'État le fait, elle prend sa part. Il y a aussi des situations très particulières. C'est ce qu'on a évoqué avec Madame la maire ce matin. C'est qu'il y a en particulier à Cayenne aujourd'hui des situations où des biens sont en indivision, ne sont pas repris et sont aujourd'hui occupés par des squats. L'endroit qui a brûlé était, je crois, un squat depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, ce que nous allons régler, en adaptant les règles, parce que là, c'est un contexte qui le justifie, c'est de permettre à la commune de récupérer ces espaces pour éviter que ce soit des squats. Et lorsque l'indivision n'arrive pas à se régler, pouvoir les sécuriser, les viabiliser et pouvoir surtout leur redonner des projets. Et à côté de ça, l'État, lui... parfois assez longs, les délais d'instruction. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le droit tel qu'il est fait ne vous permet pas de déposséder une famille, même quand elle est en désaccord. Et donc, de fait, ça devient une situation, au fond, si je puis dire, de non-droit qui s'installe avec ces squats. Donc, on est en train de les réduire. Vous le savez, on a intensifié aussi les démolitions ces dernières années. Mais tout ça ne peut se faire que si, on s'en donne les moyens réglementaires, ce qu'on va faire pour ces biens qui sont en indivision. Mais à côté de ça, si on continue à intensifier la création de logements, parce que les personnes que vous sortez de ces squats, il faut pouvoir les loger. Alors certains sont à reconduire dans leur pays d'origine, mais aussi d'autres sont à loger. Et donc, il nous faut, même si on produit aujourd'hui du logement et les carnets sont pleins, il nous faut intensifier la production de logements. On va probablement en reparler avec une opération d'intérêt national qui, de l'avis de beaucoup d'élus, piétine. Alors, Emmanuel Macron, nous sommes à Kourou, la ville spatiale. Juste derrière vous, on peut apercevoir le Canopé, donc ce paquebot, ce cargo à voile, une prouesse technologique pour transporter les éléments d'Ariane 6, le futur lanceur donc, européen, l'avenir du spatial européen. L'avenir, c'est important. Mais vous voyez, la Guyane, beaucoup d'habitants nous disent qu'ils ont l'impression d'être englués dans le passé, à l'époque du territoire de l'Unini, un territoire coupé en deux. Une commune sur 3 est toujours inaccessible par la route à l'heure où nous parlons. Est-ce que, véritablement, vous comprenez l'urgence de désenclaver ce territoire? Oui, alors permettez-moi de dire un mot sur le spatial quand même. Parce que vous l'avez dit, Canopé est une prouesse française, pensée en France, bâtie en Europe, et qui va permettre d'apporter ici toutes les pièces d'Ariane 6, et ce pour les années à venir. Et au moment où je vous parle, on est en train de réinventer l'avenir du centre spatial guyanais. Et je pense qu'on doit tous en avoir conscience, parce que c'est une immense fierté, et c'est aussi une source de création d'emplois directs et indirects pour des centaines, des milliers de Guyanaises et de Guyanais. D'ici à fin juin,
on aura le premier tir d'Ariane 6. C'est une aventure industrielle qui a commencé il y a 10 ans. C'est une nouvelle génération de lanceurs, ce qui nous placera au cœur de cette aventure technologique et ce qui va permettre de nous donner, à nous, l'accès au ciel, à l'espace. La deuxième chose, c'est que, je l'ai annoncé aujourd'hui, on se lance aussi dans les micro et mini-lanceurs. C'est une prouesse technologique avec 4 startups qui ont été sélectionnées dans France 2030 et qui vont mener leurs travaux aussi en direct avec le Centre spatial guyanais et permettre de créer de l'activité et donc des retombées pour le territoire. Et donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que nous investissons, nous avons réinvesti ces dernières années dans le spatial, qu'il a de l'avenir de manière décarbonée, comme le montre Canopée derrière moi. Avec le CNES qui investit également et avec pour le des CNES qui projets investit en avec Guyane. ses Et justement, puisqu'on parle Mais je vais vous d'investissement revenir pour la sur des Guyane, engagement, je n'ai pas oublié. mais je vous invite à y revenir justement Alors, parce que les infrastructures, c'est important. Et très concrètement, il y a une exaspération qui est bien légitime, vous serez d'accord? Alors, il y a une exaspération que je comprends, que je vois, que je mesure. Et c'est pour ça aussi qu'il faut dépasser tous les débats de compétences. Si je m'arrêtais au débat de compétences, je vous dirais que c'est la collectivité qui a la compétence sur les routes. Mais je considère que l'État a une responsabilité, qu'au fond, ce qui doit nous porter collectivement, c'est la capacité à avoir un projet pour la Guyane. Et on voit bien que là où on a une partie importante de la population qui est présente, c'est-à-dire à l'ouest du territoire, la possibilité pour descendre à Maripasoula n'est toujours pas au rendez-vous. Ils attendent la route du fleuve. C'était un engagement, pas un cadeau de Noël, mais bien un engagement de votre part, votre Exactement. parole lors de la présidentielle 2022. C'est pour ça que j'ai dit que l'engagement que j'avais pris, Papaichton, Maripasoula, sur lequel 9 millions sont déjà engagés, serait complété, et que ça, sur la fin de mon mandat, je veux qu'on finalise cette route avec des crédits qui sont budgétés et que nous allons compléter. Et donc ce seront au total 30 millions d'euros qui vont être mis sur ce tronçon. Ensuite, il y a un tronçon au milieu qui aujourd'hui n'a jamais fait l'objet de projet, dont tout le monde dit que ce serait irénique, etc. Moi, je pense qu'il faut le tenter. Et il faut regarder, parce que j'entends ce qui est dit, ce qui m'est dit à chaque fois que je pose la question. En effet, la possibilité de se déplacer sur le territoire, c'est la possibilité d'aller descendre jusqu'à Maripasoula et donc de faire ce lien qui serait inexistant, même si on allait au bout de ces travaux, jusqu'à Papaichton. Il y a 150 kilomètres qui sont à tracer. Et donc ce que j'ai demandé, c'est que dans les 2 mois qui viennent, le génie militaire nous fasse une étude et nous propose la possibilité de tracer au moins une piste améliorée. Ce qui nous permettrait, là aussi, en bousculant un peu les codes, en bousculant les normes, en sachant réfléchir différemment, de faire dans un délai qui est espérable avec des choses qu'on a su faire par le passé. Parce que les routes historiques du territoire, elles ont été tracées comme cela. Eh bien, de regarder comment dessiner cet axe qui pourra aller de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Maripasoula. Monsieur le Président, il y a les routes, mais il y a aussi les fleuves. Le collectif Apache l'a dénoncé. L'enclavement tue en Guyane. Le dramatique accident du 23 décembre dernier sur le Maroni, 4 sœurs sont mortes noyées, nous le rappelle. Il y a des enjeux de sécurité, mais aussi d'accès aux soins, d'accès aux droits sur certaines parties du territoire. À quand un réel sursaut de la puissance publique? Écoutez, le sursaut, c'est d'abord, moi je considère à l'ouest, de travailler sur la route qui est un moyen de substitut. 2, c'est de sécuriser les moyens. 3, vous l'avez dit, pour moi, on a un objectif sur lequel on va continuer d'améliorer la chose. Et là aussi, je demandais qu'on y rajoute des moyens, c'est la question de la santé. J'avais pris des engagements il y a 5 ans, 6 ans, sur l'école. Ils ont été tenus. Et hier soir, le maire de Maripasoula était à nos côtés, qui rappelait que ce sur quoi je m'étais engagé est devenu une réalité. Maintenant, je veux qu'on regarde toutes les zones où on a cette vulnérabilité sur le sanitaire. Vous avez raison de l'évoquer. Avec une plainte déposée en janvier par un collectif d'associations pour carence fautive de la part de l'État en raison de la dégradation de l'environnement, mais également Oui, on est sur un bassin de vie de 30 000 habitants, notamment sur la vallée du Maroni. Et la responsabilité aussi de l'État, c'est l'égalité entre tous les citoyens. À la même échelle dans l'Hexagone, aucun bassin de vie de la même ampleur est dans cette situation. Oui, alors après, vous savez, moi j'entends tous les débats que j'ai eus ces 2 derniers jours avec tous les élus, avec la population que j'ai avec vous. Moi, je suis frappé d'un débat public qui a le mot autonomie à la bouche dès qu'il s'agit de parler du moindre problème, mais dès que le problème est sérieux, on se tourne vers l'État et la puissance publique, qui dit au fond on est un territoire très différent des autres, mais qui à la seconde, on reconnaît sa différence, dit je veux la même chose qu'en Mayenne ou en Gironde.
On a des réalités géographiques du territoire. Elles ne sont pas neuves, elles sont aussi anciennes que la Guyane. Et je vais le dire, sans l'État français, sans la République, les conditions, il suffit de passer chaque fleuve, chaque côté. Vous savez, ce n'est pas un hasard si vous avez tant de Surinamais et de Brésiliens qui viennent accoucher sur nos terres. C'est parce que le service qu'y apporte la République est d'une qualité incomparable avec le reste de la région. Et je voudrais que les Guyanaises et les Guyanais en aient pleinement conscience. Maintenant, il nous faut toujours améliorer. Et donc améliorer, c'est d'avoir aussi des postes avancés, de continuer à lutter contre les zones, et ça c'est vrai partout du territoire français, où nous manquons de médecins. Et donc c'est de pouvoir en former davantage, en reconnaître davantage et aider à l'implantation. Mais c'est surtout de sécuriser, c'est le lien entre l'accès et la santé, c'est de sécuriser l'accès aux centres d'excellence. Et donc là, c'est de pouvoir en effet libérer sur les urgences certaines voies d'accès et en particulier nos moyens aériens. Aujourd'hui, quand je regarde comment on fait face aux urgences, ce sont les hélicoptères de la sécurité civile et parfois les hélicoptères militaires. Et donc, on a complété ces dernières années ces éléments. On va les compléter encore par des moyens supplémentaires qui sont prévus dans la loi de programmation militaire. Et je regardais les rotations que font nos armées et nos hélicoptères, et je veux ici les en remercier. Beaucoup est fait pour des opérations militaires, pour leurs tâches premières, pour évacuer certains militaires qui sont parfois en mission et qui font l'objet d'évacuations sanitaires, mais viennent aussi au secours des populations. Mais ça reste un coût important, d'où effectivement la question du désenclavement et de la dotation de l'hôpital de proximité de Maripasoula. C'est lié, vous avez raison, mais de toute façon, nous aurons toujours un surcoût, il faut être lucide. Parce que la nature même du territoire induit ce surcoût. Et ça a un impact aussi sur la vie chère des populations sur place. Alors, parmi On peut revenir sur ce sujet si vous le souhaitez. Très bien. Il y avait tout de même... La vie chère, c'est l'alimentation, c'est la vie économique. Et 50 € une bouteille de gaz sur le fleuve Maroni. 8 € une bouteille d'huile. Pour les raisons qu'on évoquait. Des habitants sur les communes isolées. Hein. Ça, c'est dû à quoi? C'est lié au fait qu'aujourd'hui, quand la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, d'ailleurs, me disait hier encore avec beaucoup d'indignation, elle fait un investissement pour les habitants du fleuve, en solidarité aux communes et aux habitants. Et le prix de la bouteille d'eau est celui que vous évoquez. On a une petite bouteille d'eau, j'ai vu en effet les images, 6 €. Mais pourquoi? Parce qu'il y a monopole de transport, il y a des conditions de transport qui sont très limitées et qui font que l'acheminement, la logistique est si coûteuse, ou en tout cas il y a aussi un système de rente qui se met en place, il faut bien le dire, que l'arrivée aux populations finales crée ce surcoût. C'est pourquoi, je crois très profondément, qu'il nous faut mobiliser d'abord des systèmes et des rotations beaucoup plus nombreuses et sécurisées sur le fleuve, mais aussi cette voie routière que j'évoque depuis tout à l'heure, sur laquelle nous allons d'une part tenir les engagements qui ont été pris, Papaichton, Maripasoula, mais ouvrir, et je le souhaite, une voie inédite qui est celle de la descente jusqu'à Papaichton. À Papaichton, on va ouvrir. J'ai demandé au génie militaire de travailler. Et on sera là pour vérifier ces engagements. Et on sera là déjà pour avoir le retour du génie militaire et avancer tous ensemble. Un autre sujet important qui préoccupe la population, c'est bien entendu l'insécurité avec des bilans qui sont assez éloquents. Alors, Monsieur le Président, 2017, les Guyanais ont marché en partie pour ces questions d'insécurité. L'année 2023 a été l'année de tous les records, 59 homicides ici sur ce territoire en 2023, dont 250 tentatives de meurtre, des chiffres qui sont accablants évidemment. Alors, comment faire pour qu'il n'y ait plus de morts de trop? Il y aura d'abord, chaque mort est un mort de trop sur quelque territoire de la République que ce soit. Les engagements de 2017 ont tous été tenus. On est passé de 1500 forces de sécurité à 1800, plus 300. C'est l'engagement que j'avais pris, il a été tenu. En plus de ça, on a créé une antenne de l'OFAST qui lutte contre le trafic de stupéfiants. Une antenne du RAID a été créée, en plus du GIGN qui existait. Et 4 brigades de gendarmerie seront déployées. Il y a déjà une brigade fluviale qui est en cours d'installation et la brigade de Saint-Laurent-du-Maroni. Et on aura 2 autres brigades qui seront déployées sur le territoire. Donc, malgré ces efforts, force est de constater que ça ne marche pas, Monsieur le Président. Oui, mais moi je ne suis pas simplement là pour constater. Je suis là aussi pour vous dire qu'on y met les moyens. Peut-être qu'il y a d'autres volets, notamment économiques et social, qui pourraient apporter une réponse. Qu'avez-vous en tête? À vous de nous dire. C'est trop sibyllin pour moi. Moi, je peux vous dire. Très concrètement, on a un phénomène de délinquance juvénile qui est assez important. Et
quand on écoute les acteurs, ils le disent, ils ont besoin de davantage de soutien, de nouvelles structures pour notamment permettre d'avoir des chaînes d'insertion qui soient maintenues. Alors, il y a un vrai travail à faire sur la prévention. Je suggère qu'on essaie de séparer ces sujets. Parce que la répression ne peut pas se faire, en tout cas sur la violence juvénile. Mais les chiffres que vous citiez dans votre première question ne sont pas que la violence juvénile, c'est une augmentation de la violence et de son intensité. En tout cas, en Guyane, elle est principalement juvénile. Elle l'est aussi, c'est tout à fait vrai. Donc je voudrais, avec méthode et par transparence pour nos compatriotes, vous répondre. 1, vous parliez de 2017, les moyens sur lesquels je m'étais engagé, ils ont été déployés, avec des résultats. 2, il y a une criminalité qui ressemble d'ailleurs au reste de la criminalité de la région. C'est-à-dire c'est une criminalité sud-américaine, liée aussi au narcotrafic. C'est une réalité de la géographie de la Guyane. Et ça, on ne peut pas faire fi de ce point. C'est pourquoi ce qu'on a décidé, et ça tout particulièrement ces derniers mois, c'est d'intensifier la lutte contre les narcotrafics. Pourquoi ? Parce qu'elle nourrit cette criminalité, et en particulier la plus violente. C'est l'opération 100% contrôle, je l'ai constaté hier à l'aéroport, avec un travail inédit de nos gendarmes, de nos douaniers, de nos policiers et de nos magistrats et personnels judiciaires pour identifier, cibler les personnes qui sont des relais de ces narcotrafiquants régionaux, pour casser ces filières. Et on a réduit drastiquement. Beaucoup d'efforts au niveau de l'aéroport, mais on le sait, l'essentiel de la drogue ne passe pas par là, Monsieur le Président. Alors, l'essentiel de la drogue passait par là, parce qu'on avait... Il passe par la mer. On en avait 100 par jour. Donc, pardon, mais l'essentiel passait par là. Donc, on l'a taré. On est très loin de la demi-tonne saisie il y a quelques années au port ici, mais en 2020. Ce que je veux dire, c'est qu'on contrôle les ports, ce qui est beaucoup plus simple au départ et à l'arrivée, ce qu'on fait aussi. Mais le cœur du trafic qui nourrissait et qui continue de nourrir, parce que tout n'est pas terminé. La délinquance un peu partout, c'était celui des mules et c'était aussi celui de l'aéroport. Il y avait une solution, donc notamment du scanner corporel qui était proposé depuis très longtemps. À l'issue des assises de la sécurité en 2022, les ministres qui se sont déplacés sur place, notamment Gérald Darmanin et Gabriel Attal pour, à l'époque, les douanes, avaient annoncé que des négociations étaient en cours, notamment pour ce scanner corporel, mais aussi pour des scanners bagages et des conteneurs pour les ports. Qu'en est-il depuis 2 ans maintenant? Non, sur les ports, on continue de déployer et on sera au rendez-vous de nos objectifs et au départ et à l'arrivée. Et on a mis maintenant des dispositifs de contrôle qui permettent de lutter contre ces filières. Notre problème était à l'aéroport. Et là, on a mis un système innovant qui mobilise des forces sur la base des effectifs existants et qui produit des résultats. Il n'est pas intracorporel. Non, mais il produit des résultats parce qu'il cible et il permet de passer au scanner ensuite les gens qui sont identifiés. Et je vous invite à voir à la fois les saisines et surtout le fait qu'on a effondré les contrôles qui se font à l'arrivée et donc le trafic. Donc ça, c'est le deuxième volet. Ensuite, on a évidemment, on y reviendra peut-être, la lutte contre l'orpaillage illégal qui est clé, sur laquelle on a intensifié avec des vrais résultats et on va continuer d'intensifier les choses. Et elle nourrit aussi de la délinquance. Sur tout ça, fort du constat que vous faites, parce que je veux finir sur le volet répressif pour aller sur le volet préventif. Vous avez raison sur ce point aussi. Mais ce volet répressif, on doit totalement l'adapter aujourd'hui à la transformation de la délinquance. Et donc, au-delà des bons résultats que nous avons, des moyens supplémentaires qu'on a mis en place, j'ai demandé 2 choses dans les 3 mois qui viennent. La première, c'est qu'on me propose une nouvelle stratégie Harpie. En 2017, j'avais lancé la 2e génération Harpie qui a produit des résultats. Et on l'a vu avec la baisse des tonnes d'or produites de manière clandestine, évaluée par la gendarmerie, qui a été divisée par 2 en 2 ans. Et donc là-dessus, je veux simplement qu'on consolide sur ces bons résultats, qu'on déploie des nouveaux moyens. On a déjà prévu d'en déployer. On va déployer des caracals qui vont être absolument essentiels en 2025. On va déployer aussi des drones. Mais je veux qu'on améliore notre réponse en termes de procédure pénale, en termes de moyens, dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Et à côté de ça, d'ici à 2 mois, j'ai demandé qu'on me propose une nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité, parce qu'elle doit s'adapter aux nouvelles filières transfrontalières. Et on doit, dans certains points, très clairement renforcer les moyens et changer aussi certaines de nos méthodes. Monsieur le Président, avant de revenir sur l'orpaillage illégal, vous avez évoqué la criminalité organisée sud-américaine. Elle s'est implantée chez nous. Le procureur général évoque presque une centaine de sicarios présents sur le territoire. Ne faudrait-il pas changer de méthode de négociation avec nos voisins brésiliens, surinamais, voire du Guyana? C'est une des raisons d'abord du dialogue réenclenché avec les voisins du Suriname et du Guyana, que j'ai vu il y a quelques mois à Bruxelles sur ce volet.
et qui nous a permis d'ailleurs de réamorcer des patrouilles communes et de la coopération judiciaire qui, comme vous le savez, avait quasiment disparu ces dernières années. Et c'est l'un des objets du voyage que j'effectue au Brésil dès cet après-midi, c'est précisément de pouvoir lutter ensemble contre ces filières de criminalité organisée qui sont liées ou à la drogue ou à l'orpaillage. Et donc oui, la réponse passe aussi par de la coopération transfrontalière. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit, pour la lutte contre les narcotrafics, à positionner une antenne de l'OFAST. L'OFAST, nous l'avons créé en 2018. C'est ce qui permet, quand on lutte contre justement le trafic de drogue, de remonter les filières et pas de s'arrêter, si je puis dire, aux symptômes, mais d'aller chercher les commanditaires. Il y a une antenne de l'OFAST ici qui travaille justement sur toute la sous-région et qui sera le point d'accès de cette coopération opérationnelle avec les Brésiliens et les Surinamais. Alors, il nous faut avancer. Nous avons plusieurs, évidemment, sujets, vous vous en doutez, à voir avec vous. L'évolution institutionnelle. Je voudrais revenir sur la question très importante que vous avez évoquée de prévention, parce que je la partage. En 2 mots, Monsieur le Président, oui. Mais je voudrais le faire en prenant 2 pas de recul par rapport à notre discussion. Oui, il y a une délinquance juvénile, vous avez tout à fait raison, et elle suppose, et ça c'est vrai partout dans la République, on voit une délinquance, et il ne faut pas ici stigmatiser la Guyane, on a de plus en plus de nos jeunes, partout où on a des difficultés, qui de plus en plus tôt tombent dans la délinquance. La Guyane, elle a une caractéristique extraordinaire, c'est sa démographie. Et on le regarde trop peu souvent, en tout cas il faut aussi le regarder comme une chance. Nous sommes sur un territoire qui a des potentiels de développement absolument extraordinaires, et où en effet 40% de la population a moins de 25 ans. C'est une chance. Et où près d'un jeune sur 2 est mal formé. Et donc c'est pour ça que moi je suis surpris que dans le débat public, on en parle beaucoup trop peu. Mais au-delà de ça, on a beaucoup de ces jeunes qui sont dans des familles monoparentales. Et nous le savons, c'est vrai en Guyane, mais c'est aussi vrai à Paris, Laval ou Lyon. Les enfants qui sont dans ces situations-là de familles qui sont parfois éclatées, ou souvent, plus de 90% de mamans solo qui ont à les élever, c'est ceux qui ont les plus grandes difficultés. Et donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on réinvestisse dans l'école. Il y avait une maman qui me disait tout à l'heure, belle fée, hein, l'école, mon fils a 8 ans, il a déjà, ils sont presque 35. Donc on doit absolument réinvestir. C'est complètement absent. Le gouvernement va soutenir la proposition de loi qui est en cours de rédaction. Il n'y a pas besoin de proposition de loi pour faire ça. Il y a remettre des moyens, c'est-à-dire former. Ce qu'on est en train de faire. Pour un statut pour les familles monoparentales, je veux dire, une proposition de loi en cours. Alors, sur les familles monoparentales, c'est un sujet, il ne faut pas créer un statut, il faut créer des aides. Vous savez, dans mon premier quinquennat, je suis déjà celui qui a fait passer la garantie de paiement des pensions alimentaires pour les mamans solo. Premier point, en donnant une garantie par la CAF. Deuxième point, on a recréé des soutiens qui sont monétaires, mais aussi d'accompagnement. On a créé pour les 1000 premiers jours un accompagnement supplémentaire. Mais toute cette politique d'accompagnement de ce qu'on appelle la parentalité, de la petite enfance et de l'enfance, c'est un des combats de la République essentiels, mais partout. Et il est encore plus vrai ici. Donc on va réinvestir dans l'école, on va réinvestir dans la formation des maîtres, et on va réinvestir évidemment dans l'accompagnement des familles. Et c'est déjà l'accompagnement, si je puis dire, affectif, d'accès au savoir. Et puis après, pour des jeunes qui commencent à mal se comporter, c'est la possibilité de durcir un peu, de les mettre dans des internats, de renforcer l'encadrement. Cette réponse est essentielle. Et d'ailleurs, c'est aussi une des réponses, mais ça arrive un peu plus tard dans la vie de l'adolescent, qu'on apporte avec le SMA, et qui a montré dans nos Outre-mer aussi sa force, sa vitalité, qu'on a continué de renforcer ces dernières années. Vous étiez attendu, évidemment, pour ce déplacement sur la question de l'évolution institutionnelle. Très concrètement, comment en est-on arrivé d'un accord de méthode en octobre 2022 entre vos ministres, Gérald Darmanin, Jean-François Carenco, respectivement Intérieur et Outre-mer, et le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, et puis finalement, on fait du surplace. Est-ce que le gouvernement fait la sourde oreille? Pas du tout. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit hier soir, il n'y a pas de tabou. Et d'ailleurs, on va avancer à marche forcée. Vous savez, moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire à marche forcée, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire, en très peu de temps, je vais vous donner le calendrier. Mais moi, je suis pragmatique. Les débats, est-ce que vous pensez qu'un débat institutionnel règle la vie des gens? Règle un seul des sujets qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Et ceci est aussi allez vrai. dire ça aux chefs d'entreprise. Ceci est aussi vrai que j'ai pas vu un seul chef d'entreprise qui m'a demandé un débat institutionnel. Pas un seul. Une évolution du cadre. Ils sont plutôt contents d'avoir eu l'État français en période Covid. Et ils ont regardé ce qui était fait hors du Covid. Mais moi, je suis aussi pour l'assouplissement. Vous avez raison. Mais ça, c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. J'y suis pour. Mais je veux juste pragmatisme. Depuis tout à l'heure, vous me parlez de sujet, vous demandez plus d'État.
Vous demandez plus d'État pour la sécurité, plus d'État pour la santé. Maintenant, vous me dites, la mère des batailles, c'est l'autonomie. On n'est pas logique. Bon, maintenant, on était sur du régalien. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit une évolution institutionnelle, elle doit être au service d'un projet. Quel est le projet? On doit développer notre territoire guyanais qu'on aime et qui a des potentialités extraordinaires. Et vous avez l'unanimité des élus qui sont d'accord pour ça? Totalement. C'est pour ça pour qu'on aller fait pas du sur place. vers une évolution. Exactement. On a l'impression que vous n'avez pas le même rythme. Vous parlez de calendrier. Alors, si vous cherchez quelqu'un qui aime aller vite, vous avez trouvé votre homme. Et donc, ce que j'ai dit hier soir, c'est très bien. Vous avez fait un rapport de 50 pages. Il y a des constats, des objectifs. Je les partage assez largement. Moi, je suis le premier à m'énerver quand je vois qu'on met des années pour pouvoir régler le problème de nos pêcheurs. Il a fallu que moi-même, j'aille parler il y a quelques jours à la présidente de la commission pour obtenir justement qu'on bouge sur les bateaux. Maintenant, on l'a obtenu. Bonne nouvelle, je l'ai annoncé hier, le ministre l'a relayé. On va, d'ici à septembre, ouvrir tous les guichets. 25 bateaux seront ouverts. On va pouvoir revitaliser notre pêche. Bon, donc ça veut dire qu'on peut bouger les choses. Maintenant, notre cadre, sur l'agriculture, sur la pêche, sur le logement, sur l'urbanisme, il n'est pas adapté. Parce qu'il empile des règles européennes et des règles nationales trop uniformes. Donc il faut l'adapter. C'est ce que j'ai dit hier aux élus. Je suis totalement d'accord. Il faut pouvoir aller plus vite, il faut pouvoir faire plus simple. Et donc sur tout ce qui est développement économique et des filières... Que proposez-vous? Et donc, non, j'ai dit, ça c'est un projet qu'on doit tous discuter ensemble. Premier point, je l'ai fait remarquer, la Guyane, elle est dans un cadre constitutionnel déjà. Je ne veux pas être trop technique pour compatriotes qui nous écoutent, mais dans la Constitution, il y a un article qui s'appelle l'article 73, qui définit le cadre pour plusieurs de nos territoires d'outre-mer, dont la Guyane. Il donne la possibilité, quand les élus le demandent, d'adapter la règle nationale. Ça fait 20 ans que ce cadre existe. Combien de fois la Guyane, les élus, l'ont demandé? 0 fois. 0. Je dis, avant de lancer des débats, de réécrire la Constitution, soyons pragmatiques, dans les 2 mois qui viennent, j'ai donné 2 mois, faisons la liste de tout ce qu'on peut adapter sans changer la Constitution pour avoir des règles. La Constitution nous le permet. Et donc permettre à la collectivité et ou au préfet d'adapter les choses. Et donc, moi, je suis pour de l'adaptation des règles, plus de souplesse donnée à vos élus et plus de déconcentration pour que le préfet puisse faire les choses adaptées au terrain. Puis j'ai dit ensuite, on se donne 4 mois. Donc, vous voyez, 2 mois pour adapter dans le cadre constitutionnel. 4 mois, on regarde ensemble sur quoi les règles existantes dans la Constitution ne permettent pas de répondre au projet qu'on porte. Et à ce moment-là, s'il y a un projet qui suppose une réforme de la Constitution, moi, j'y suis tout à fait prêt. J'ai dit simplement, il faut qu'il soit pensé, conçu ensemble. Et ensuite, il faut qu'il donne lieu à un débat en Guyane et que l'ensemble des forces politiques, la population s'y retrouve et qu'elle le porte. Si c'est porté par les Guyanaises et les Guyanais, si on considère que ça répond à ce dont on a besoin, je serai à vos côtés pour le présenter au Congrès. Mais le souhait des élus ici en Guyane, c'est l'autonomie. L'article 73 n'est pas le cadre. Et on a l'impression, vous l'avez dit à plusieurs reprises, devant les Corses, devant les élus d'outre-mer, il n'y a pas de tabou sur cette question. C'est vrai. Et durant les différents passages, notamment de vos ministres, notamment Gérald Darmanin, des sorties médiatiques où ils disent l'évolution statutaire n'intéresse pas la population, ça n'intéresse que les élus. Votre position par rapport à ça? La position, elle est simple. Je fais ce que je dis. Vous parlez de la Corse, j'ai dit la même chose. La Corse, c'est une situation très différente de la Guyane. Elle est dans l'article 72. La Corse, elle n'a pas de capacité d'adapter. Elle a une loi organique qui lui permet d'adapter des choses. Elle a demandé une 40aine de fois depuis les années 90 que cette loi organique existe et elle a eu que des refus. Donc là, j'ai fait le constat. J'ai dit, vous avez essayé plein de fois, ça ne marche pas. On adapte. Ici, je dis déjà, il y a un cadre qui existe, qui permet une adaptation. Vous ne l'utilisez pas. Donc faisons-le ensemble. Moi, je dis, j'ai pas de tabou. Je suis au service des Guyanaises et des Guyanais. Je veux qu'on règle le problème de l'école. Je veux qu'on règle le problème de la vie chère en produisant davantage l'alimentation ici. Je veux qu'on règle le problème de la vie chère en ayant moins de monopoles et d'oligopoles. Je veux qu'on développe la mine qui soit justement raisonnable, durable, légale sur le territoire, parce que ça fait partie de l'identité de la Guyane et qu'il faut qu'on crée de l'emploi ce faisant. Je veux qu'on développe la pêche, je veux qu'on crée plus de logements, je veux qu'on règle les problèmes sociaux. C'est ça ce qui m'intéresse. Et donc, à chaque fois que la règle nationale n'est pas adaptée, on doit la bouger. Et on doit donner la possibilité aux élus, aux préfets, de faire mieux, au service de la population. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous en tout cas. Merci. J'étais heureux une nouvelle fois d'être à vos côtés pendant ces 2 jours. Et vous l'avez compris, il y a des choses d'ici à 2-3 mois qui vont changer sur la réponse contre
leur paillage illégal, nouvelle stratégie. Contre l'insécurité, nouvelle stratégie. L'engagement est pris et tenu ferme sur la route. On aura d'ici 2 mois la réponse du génie sur la piste, entre Apatou et Papaïcheton. Et puis, nous aurons aussi, d'ici 2 mois, la première réponse institutionnelle dans le cadre de la Constitution. D'ici 4 mois, les propositions pour changer. On passe du surplace au sprint, mais on sera là pour suivre, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais fait de surplace, donc c'est super. On va tous avancer au même rythme. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.